L'archive Sud Radio qui est terriblement prémonitoire ce matin. Et pour une fois, je vais essayer de parler le moins possible parce qu'il y a des archives qui s'écoutent en silence et des archives qu'on ne commande pas, qu'on se contente de recevoir. Il lui suffit d'une mauvaise nuit cette semaine pour que je redécouvre à nouveau la puissance d'un monologue. Dans l'extrait que je m'apprête à vous faire découvrir, l'acteur principal pousse une gueulante monumentale dans un hémicycle. Une colère droite, charpentée, irréfutable. C'est un discours vibrant qui, 60 ans plus tard, résonne comme s'il avait été écrit hier. Tout y est. L'incohérence des partis politiques, les querelles de boutique, la fracture entre ceux qui décident et ceux qui vivent, la question européenne déjà, et cette impression persistante d'une déconnexion totale avec le réel. Ce film, inspiré à la base d'un roman de Georges Simenon, est servi par la puissance littéraire et morale, bien sûr, d'un Michel Audiard qui met en scène un Jean Gabin immense. Nous sommes en 1960 et Henri Verneuil est en train de réaliser le film Le Président. Et ce qui devait être simplement une œuvre un peu politique devient avec le temps presque une prophétie. Gabin y incarne Paul-Clément Beaufort, un chef de gouvernement contraint de quitter le pouvoir pour avoir refusé une Europe qu'il juge dangereuse. Pas une Europe de civilisation et de destin collectif, mais une Europe de la fortune contre celle du travail, une Europe des puissants contre celle des hommes. Et Henri Verneuil racontera qu'au moment où Gabin termine le monologue que vous allez entendre, il provoque un silence de cathédrale sur le plateau. En longueur, donc ce matin, fermez les yeux et prenez le temps de saisir à quel point ce discours transcende, anticipe et dissèque les problématiques de fond. Le président, Jean Gabin, 1961. Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre, des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans des cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. La paix revenue, j'ai visité des mines. J'ai vu la police charger des grévistes. Je l'ai vu aussi charger des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Eh bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque. À y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Mais vous n'avez pas le monopole de l'Europe, nous y pensons aussi. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt. C'est faux! Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement. Monsieur le Président, je vous demande la permission de vous interrompre. Ah non! Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. Si cette assemblée avait conscience de son rôle, elle repousserait cette Europe des maîtres de forge et des compagnies pétrolières. Cette Europe qui a l'étrange particularité de vouloir se situer au-delà des mers, c'est-à-dire partout, sauf en Europe. Car je les connais, moi, ces Européens à tête d'explorateurs. Eh bien, personnellement, je trouve cette mission sujette à caution et le profit dérisoire. Sauf, évidemment, pour quelques affairistes en quête de fortune et quelques missionnaires en mal de conversion. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt.